Bienvenue à ce webinaire sur l'éducation populaire. C'est un webinaire, comme j'expliquerai tout à l'heure, qui s'inscrit à la fois dans une séquence de webinaires, mais aussi dans un contexte d'action de représentation politique de l'Institut. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'ICA et qui n'auraient pas été avec nous dans les précédents webinaires, l'Institut en 2022 célèbre son 76e anniversaire de fondation, donc ça fait un bon bout de chemin que l'ICA joue un rôle dans le monde de l'éducation des adultes au Québec et à l'échelle de la francophonie canadienne. L'Institut est un organisme à charte fédérale. Et dans ces années pré-révolution tranquille, l'Institut était un des rares lieux de discussion, de réflexion sur l'éducation des adultes. Mais depuis la Révolution tranquille, beaucoup de réseaux, de secteurs ont vu le jour et beaucoup de réseaux et d'organisations se sont créés. Donc, l'Institut devient un très grand carrefour dans le moment. Essentiellement, le type d'activité que l'ICA réalise, c'est des activités d'analyse des politiques, de réflexion, de mobilisation des milieux et de représentation politique avec un volet aussi innovation. L'Institut développe des outils, mais à l'essai des instruments. Le webinaire auquel vous assistez porte sur l'éducation populaire et s'inscrit dans un contexte particulier. Premièrement, en 2019, l'ICA a formellement demandé, réclamé auprès du gouvernement une nouvelle politique d'éducation des adultes. Pour la petite histoire, une politique a été adoptée en 2002. Elle avait un plan d'action qui durait 5 ans, donc jusqu'en 2007. Et il n'y a jamais eu de bilan officiel du gouvernement de la réalisation du plan d'action de 2007. Et on peut, là, sans exagérer, dire au fil des années, la politique a disparu de l'agenda gouvernemental et d'autres documents ministériels ou d'autres initiatives ou d'autres orientations qui, pour la plupart, sinon la totalité, sont sectorielles dans des domaines particuliers, soit la formation de la main-d'œuvre d'abord et avant tout, ou la FGA ou d'autres secteurs, mais on a pu présentement au Québec, de la part du gouvernement, l'énoncé d'une vision d'ensemble, des enjeux, des défis, des secteurs et des perspectives que le gouvernement souhaite proposer. Donc, dans ce contexte-là, en 2019, l'ICA jugeait que c'était pertinent d'adopter, que le gouvernement élabore une nouvelle politique et l'Institut s'est mis au travail de documenter le pourquoi d'une telle politique et le quoi dans la politique. C'est peu dire de dire, c'est pas suffisant de dire que ça prend une nouvelle politique. À un moment donné, il faut argumenter et justifier. Notre démarche a fonctionné en 2 temps. Premièrement, une réflexion à proprement parler sur les contenus d'une nouvelle politique d'éducation des adultes. Et là, on a ouvert toutes sortes de réflexions à l'Institut et en particulier dans les dernières semaines, derniers mois, une réflexion sur les grands chantiers qui justifieraient une nouvelle politique. Notre approche a été grosso modo de se dire la gestion du quotidien, la gestion par les ministères de leurs programmes, de leurs relations avec les partenaires, c'est pas suffisant pour justifier une politique parce que les ministères peuvent d'eux-mêmes avoir des orientations, des cadres d'action, des objectifs dans le cadre de leur planification stratégique et ça ne justifie pas une politique. Donc, on a déplacé notre réflexion sur quels seraient des chantiers structurants majeurs qui dépasseraient la gestion du quotidien et qui, en particulier, impliqueraient plus d'un ministre, plus d'un ministère, donc une action gouvernementale et interministérielle. Cette consultation a toujours cours et toutes sortes de travaux de réflexion de l'Institut se déroulent précisément sur argumenter le pourquoi d'une politique et quels seraient ces grands problèmes qui sont sans solution et dont les solutions dépasseraient le champ de responsabilité d'un ministère en particulier et exigeraient plusieurs ministères. Un exemple, là, les compétences numériques. Chaque ministère peut prendre son morceau du développement des compétences numériques, soit par les programmes du réseau scolaire, soit par la formation de la main-d'œuvre. Et plusieurs ministères présupposent que les citoyens ont des compétences numériques parce qu'ils se tournent davantage vers des sites web, etc. Donc, chaque ministère pourrait prendre à la pièce son petit bout du développement des compétences numériques ou des exigences
exprimée à l'intention des citoyens, mais une approche gouvernementale qui prendrait la question largement, réussirait à témoigner d'une compréhension des défis et à vraiment mobiliser toutes les ressources. Tout ce qui est l'accueil, la référence aussi, chaque secteur ou différents réseaux peuvent avoir leur manière d'accueillir les gens, mais on n'a pas au Québec, à l'échelle plus systémique, un service ou une porte d'entrée où les citoyens pourraient tout simplement aller à un endroit et dire ben, j'ai des problèmes, j'aimerais apprendre telle ou telle chose, quel serait le lieu le plus adéquat pour moi. Autre exemple pour vous mettre, vous illustrer un peu ce genre de réflexion, les besoins financiers des adultes qui se forment sont importants, que ce soit juste pouvoir financer la vie quotidienne ou carrément pouvoir s'absenter du travail, avoir un remplacement de salaire. On a au Québec une loi sur l'aide financière aux études, des prêts et bourses. Est-ce que ça serait intéressant de moderniser cette loi-là et d'en faire une loi sur l'aide financière à l'apprentissage tout au long de la vie et inclure tous les types de soutien financier qu'on pourrait accorder à des adultes qui se forment, au-delà les prêts et bourses dédiés principalement pour de la formation à certains ordres d'enseignement du milieu scolaire. Donc, notre réflexion ressemble à ça depuis quelques années et notre cible est vraiment d'aller trouver des défis systémiques dont la solution dépasse le champ d'action d'un ministère pris individuellement et qui, par définition, impliquerait une action gouvernementale. Et là, je ne parle pas de tout ce nouvel univers des compétences du 21e siècle, du secteur privé numérique de formation qui réorganise complètement le monde de la formation des adultes, etc. Là. Et tous ces éléments-là aussi justifieraient qu'on se demande quel est le rôle de l'État en éducation des adultes en 2022 et pour la prochaine décennie dans un contexte d'éclatement des besoins de formation, de multiplication des lieux, et pour pallier un problème qui est peut-être le plus important, l'absence totale de vision d'ensemble de la part de l'État québécois de ses enjeux et de ses moyens et des perspectives à mettre en place. Ça, c'est le premier, une réflexion, la première démarche, une réflexion vers une politique d'éducation des adultes. Le deuxième, plus à court terme, c'est les élections de 2022 en octobre. On est dans un contexte préélectoral et dans ce cadre-là, l'Institut, là, près d'un mois, a rendu public une plateforme électorale. D'abord et avant tout, pour alimenter la réflexion des partis le plus en amont possible. Les partis, peut-être que notre secteur d'éducation des adultes, un de ses avantages, c'est qu'il y a peu de développement, il y a peu de vision, on n'a pas à s'opposer ou à défendre ou à défaire un point de vue d'un parti politique ou d'un autre parce que la situation d'éducation des adultes est marginale dans leur réflexion, donc on peut construire avec eux. Et c'était dans cet esprit-là que l'ICA a voulu, très en amont du processus préélectoral, de rendre public une plateforme. L'autre raison stratégique et fondamentale, c'est plus on approchera des élections, plus le type de priorité autour duquel le débat public va s'organiser ne sera pas l'éducation des adultes. Donc, il y aura plus de bruit, plus de compétition sur les sujets et les enjeux, et l'éducation des adultes risque de ne pas pouvoir être à l'avant-scène à ce moment-là. Donc, ça militait pour intervenir le plus en amont possible. Donc, ces deux grandes démarches, réfléchir à la justification puis au contenu d'une politique d'éducation des adultes que je pourrais qualifier pertinente pour le 21e siècle. Et deuxièmement, à très court terme, la campagne électorale. On a réalisé dans ce cadre-là 3 démarches très spécifiques. Une première, une démarche de représentation politique auprès de ministres concernés par l'éducation des adultes et auprès de fonctionnaires qui œuvrent dans les ministères de ces ministres. Donc, ministère de l'Éducation, Travail, Emploi, Solidarité, Conditions féminines, Affaires autochtones. On a essayé de rencontrer plus largement les ministres sur la question des questions sectorielles, mais aussi à chacun de ces ministres, à chacun de ces groupes de fonctionnaires, on a fait valoir une idée de manière transversale, c'était cette pertinence d'une nouvelle politique. Je dirais de manière générale, on n'a pas frappé une porte fermée à double tour. Les canaux de discussion, les portes sont ouvertes, mais on nous renvoie fréquemment cette idée de, au-delà d'une action ministérielle, c'est quoi pour vous les principaux chantiers qui exigeraient une politique et qu'on ne peut pas régler autrement. Donc, on nous renvoie d'une certaine manière à approfondir notre réflexion, approfondir notre argumentaire et vraiment démontrer que
il y a des grands enjeux, des grands problèmes orphelins au Québec en éducation des adultes et une politique serait le moyen de mobiliser une réflexion gouvernementale puis d'ouvrir des perspectives sur l'avenir. La deuxième action concrète, j'y ai référé tout à l'heure, c'est une consultation large des milieux de l'éducation des adultes sur des grands chantiers en éducation des adultes. Et la consultation a toujours lieu. Elle a eu une première période, mais après un rapport au conseil d'administration, le conseil d'administration de l'ICA a jugé pertinent de continuer de permettre au plus grand nombre d'y participer et de continuer de recenser ces grands chantiers. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'information, on a demandé au réseau de faire un exercice particulier, c'est de nous formuler sous forme de questions les grands chantiers qu'eux trouveraient pertinents d'attaquer pour laisser le débat ouvert et permettre à des gens qui seraient pour ou contre d'y répondre. Par exemple, si je reprends un exemple que j'ai évoqué tout à l'heure, est-ce que ça serait pertinent, oui ou non, de moderniser le programme d'aide financière aux études pour en faire un programme d'apprentissage de financement de l'apprentissage tout au long de la vie? On peut être pour, on peut être contre. Le formuler sous forme de questions garde le débat ouvert et ça permet à l'ICA de recenser ces différents chantiers puis de commencer à identifier des grands chantiers structurels et systémiques, puis de renforcer notre argumentaire et notre démonstration qu'il y a effectivement des questions majeures qui sont laissées en suspens et pas traitées présentement par l'action des ministères et que ces ministères ne pourraient pas les traiter parce que ça dépasse leur champ de responsabilité de prendre de fond le développement numérique large, la reconnaissance des acquis issus de différents domaines de formation, incluant l'expérientiel. Et le dernier élément, c'est la plateforme politique qu'on a fait parvenir au président des 4 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, ainsi qu'au président des commissions politiques de ces partis qui ont souvent le rôle là, de piloter le développement des plateformes électorales. Notre intuition s'est avérée bonne. Les partis nous ont remercié de les alimenter sur un sujet d'intérêt, mais pour lequel ils possédaient peu d'expertise ou d'expérience en tant que parti. Dans cette foulée-là, on s'est rendu disponible pour échanger avec les partis politiques sur ce que pourraient être des engagements de leur part en éducation des adultes. Sans entrer dans le détail, notre plateforme, demande de manière plus globale l'adoption, que les partis prennent l'engagement d'adopter une nouvelle politique d'éducation des adultes. On a focalisé 3 groupes d'apprenants que les engagements des partis devraient privilégier. Les gens qui ont de faibles compétences en littératie, en numératie, incluant la littératie numérique. Les travailleurs et les travailleuses qui ne trouvent pas réponse à leurs besoins de formation de la main-d'œuvre, en particulier ceux dans des petites et des moyennes entreprises. On focalise souvent sur les personnes sans emploi ou sur les personnes au haut de l'échelle des postes, mais il y a tout un ensemble de travailleurs au bas de l'échelle dans des emplois peu qualifiés qui ne bénéficient pas de l'action de formation des gouvernements, là, ce que je pourrais appeler la mobilité ascendante en emploi, partir de plus bas de l'échelle et monter grâce à la formation et répondre aux besoins de connaissances et de compétences des populations immigrantes, francisation, mais aussi l'accueil, connaître le Québec, etc. Et sous cet angle-là, on a fait valoir que les partis devraient prendre des engagements en matière de financement, en matière d'accessibilité, puis en matière de conciliation famille, travail, études. Donc, notre stratégie a été de cibler des catégories d'apprenants, disons, aux partis, si vous dites quelque chose, parlez au moins de ces catégories d'apprenants. Si vous dites quelque chose à l'égard de ces catégories d'apprenants, prenez des engagements en matière de financement, d'accessibilité et de conciliation famille, travail, études. Puis de manière particulière, on a proposé une dizaine d'engagements très spécifiques si les partis veulent aller encore un peu plus loin sur leur cadrage, puis répondre à des préoccupations de l'ICA. Pour revenir au webinaire, il manquait une pièce, il manque plusieurs pièces, là, mais il y a une pièce en particulier qui manquait à notre réflexion, c'est de refocaliser le débat sur ce qu'on pourrait appeler le droit fondamental à une éducation de base au Québec. Et ce droit-là passe par la LGA, d'abord et avant tout,
qui est créé, qui est institué dans la loi sur l'instruction publique, qui bénéficie de centres d'éducation des adultes, du régime pédagogique, et c'est fondé en loi. Le gouvernement ne peut pas dire je n'offrirai pas d'FGA cette année parce que ça ne me tente pas. Il y a une loi qui assure un droit légal à une formation de base. Ça ne veut pas dire qu'il offre la totalité des services, mais il ne pourrait pas ne pas en offrir carrément. Deuxièmement, l'alphabétisation populaire, qui était le deuxième webinaire mardi passé. L'alphabétisation, ben, on est une société lettrée. Beaucoup d'entre nous, sinon près de la moitié aux trois quarts de la population, ont des bonnes connaissances de base très avancées en lecture et en écriture, mais il y a toujours à peu près 15 à 17 de la population, ceux qui sont de type niveau 1 sur l'échelle de littératie, qui ont de la difficulté à décoder un mot écrit et à sortir le son et à connaître le sens du mot. Donc, vraiment plus au début de la littératie. Et le troisième est aujourd'hui sur l'éducation populaire. Et là, on touche un peu plus largement cette question qui dépasse la FGA puis qui dépasse de beaucoup l'alphabétisation, qui est quelles sont les compétences de la vie quotidienne de base que tout citoyen doit posséder. Et cette définition-là s'étire de plus en plus. Il y a de plus en plus de domaines. On a, il y a 20 ans, les compétences numériques n'auraient pas figuré dans ces domaines-là. C'est maintenant une connaissance fondamentale. Et aussi, dans les moyens de pouvoir répondre aux populations marginalisées, les moyens pédagogiques, les approches éducatives pour répondre à des populations marginalisées qui ont besoin d'acquérir, comme nous tous, qui ne sommes pas des exclus dans la société, toute cette panoplie de compétences de base. J'aime bien une expression que l'UNESCO utilise, les compétences utiles à la vie en termes de consommation responsable, l'impact de notre comportement sur le développement durable, les finances personnelles, la gestion de la santé, les compétences numériques, tous ces champs-là et beaucoup d'autres. C'est pas des fois je dis un peu sans trop les réduire, des dadas philosophiques, c'est des nécessités de la vie quotidienne dans nos sphères de vie. Et il y a des populations marginalisées qui restent pour lesquelles l'éducation populaire répond en particulier. Le dernier webinaire, lundi prochain, lundi le 2 mai, portera sur la politique d'éducation des adultes. Le 2 mai, la politique d'éducation des adultes a été adoptée le 2 mai 2002. Donc, lundi prochain, c'est le 20e anniversaire de l'adoption par le gouvernement du Québec de l'époque de la politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue. Dans ce cadre-là, pour le webinaire, l'ICA résumera les grands constats de son travail de l'année et des années passées sur cette politique. Où en sommes-nous dans notre argumentaire qui, selon nous, justifie une nouvelle politique? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'état de réception de la part des partis politiques et du gouvernement à cette idée d'avoir une nouvelle politique? Et un clin d'œil aussi plus à des réflexions internationales parce que il y a présentement le dernier droit des préparatifs pour une grande conférence de l'UNESCO sur l'éducation des adultes, des conférences qui reviennent à tous les 12 ans. Et c'est des moments forts de définition de l'idée d'une politique, des grandes balises, des grandes priorités, des grandes thématiques à l'échelle internationale. Puis nécessairement, ça se répercute ici au Québec et au Canada. D'abord et avant tout parce que le Québec et le Canada doivent se prononcer, prendre ces engagements en éducation des adultes et aussi parce que ce processus-là amène tous les acteurs à réfléchir sur la situation locale, si on veut. Donc, ce 4e webinaire est lundi prochain. Pour ce qui est du fonctionnement des webinaires, j'ai présenté largement la démarche. Je fais quelques mots d'introduction sur l'éducation populaire, mais d'abord et avant tout, ces webinaires pour l'ICA sont des moments d'entendre les gens des milieux, de vous entendre. Donc, c'est une formule micro ouvert, là, si on veut. Et tout à l'heure, vous serez invité à partager des réflexions, des considérations, votre regard sur deux éléments, un des deux ou les deux selon vous. Tout d'abord, en éducation... Allô? Oui, bonjour Audrey. Tout d'abord, en éducation populaire, quels seraient selon vous des grands chantiers, des grands défis qui justifieraient l'adoption d'une politique? Et là, vous êtes interpellé
à contribuer à ce noyau dur d'un argumentaire que l'ICA développe et qui implique comme solution une action interministérielle. Ça, je pense que c'est un élément important, là, parce que chaque ministère peut faire du travail à son échelle, puis ça ne justifie pas une politique gouvernementale. Ça peut justifier un énoncé de politique ministérielle, mais pas nécessairement de mobiliser les autres collègues de d'autres ministères. Deuxièmement, quels seraient, selon vous, des engagements que les partis politiques devraient prendre en éducation populaire d'ici l'élection du 3 octobre? Donc, ces deux volets-là, plus de manière structurelle, quelles seraient des grandes problématiques, des grandes questions, des grands défis qui sont en éducation populaire, qui sont sans réponse et qui ont un impact, et de fait que de ne pas leur répondre a un impact majeur. Donc, ça justifierait vraiment une action plus costaud de l'État, donc une politique gouvernementale. Et de l'autre côté, à très, très, très court terme, d'ici le 3 octobre, qu'est-ce que les partis politiques devraient prendre comme engagement? Plusieurs d'entre vous êtes beaucoup mieux placés que moi là, pour parler d'éducation populaire, mais je dirais, là, on continue de vivre en éducation populaire les contre-coups de deux politiques majeures du tournant des années 2000. Un, la politique d'éducation des adultes, qui a, dans le fond, sorti l'éducation populaire des responsabilités du ministère de l'Éducation. À ce moment-là, le ministère de l'Éducation a dit les groupes d'Alpha Pop et certains autres groupes seront les groupes communautaires qui seront mes partenaires, et ça fait en sorte que les groupes d'éducation populaire ont été rattachés à d'autres ministères, pas en fonction de leur mission éducative, mais en fonction de leur domaine d'intervention, si c'était famille, santé et autres. Et cette action-là était la réponse du ministère de l'Éducation à une autre politique qui l'a prédaté d'1 an ou 2, si ma mémoire est bonne, la politique de reconnaissance de l'action communautaire autonome, qui disait les ministères devront identifier leurs partenaires communautaires. Et quand le ministère de l'Éducation a adopté la politique d'éducation des adultes, ben, ils ont procédé à cette identification, selon eux, de leurs partenaires communautaires, et ça s'est limité au groupe d'alphabétisation populaire et certains autres groupes qui rentraient dans aucune case, si on veut. Et de l'autre côté, ben, depuis ce temps-là, les groupes d'éducation populaire cherchent à réavoir un soutien, une reconnaissance du ministère de l'Éducation en vertu de leur mission éducative, puis des discussions en cours depuis des années. Et se frappe, je dirais, de manière très générale, je n'entrerai pas dans les détails, mais de manière très générale, se frappe au fait que le ministère de l'Éducation a pu cette case éducation populaire dans ses programmes, dans l'organigramme du ministère. Et donc, c'est un peu compliqué de refaire rentrer le monde de l'éducation populaire, mais il y a des revendications à cet effet. L'autre grand élément, je dirais, c'est la grande précarité de l'éducation populaire, des groupes d'éducation populaire, des groupes communautaires d'éducation populaire, précarité financière, budgétaire. Pour ceux qui suivent cette situation depuis des années, là, les centres d'éducation populaire de Montréal constamment se retrouvent à devoir faire valoir une aide financière pour leur loyer. À chaque fois, ils se font dire, ben, vous aurez à les payer à 100% du coût éventuellement. Et là, dans les prochaines semaines, ils risquent carrément d'être à la rue face à une incapacité budgétaire de payer un loyer. Ils sont abrités dans des locaux de la commission du Centre de services scolaires de Montréal. Et là, ils pourraient se retrouver sans capacité de financer un loyer qu'on leur facturera à un moment donné. Et je dirais l'autre plus grande précarité, ben, pas plus grande, tout aussi grande, c'est cette marginalisation de deux côtés. Un, le moyen de l'éducation populaire. Cette sortie de l'éducation populaire du ministère de l'Éducation a fait en sorte que le moyen de l'éducation populaire est devenu marginalisé comme approche éducative. Il y a une très longue histoire ici au Québec, au Canada, à l'international, dans tous les pays du monde. Il y a une variante ou une autre de l'éducation populaire qui porte des noms différents, mais qui existe comme pédagogie, comme moyen d'accompagner les gens dans l'apprentissage d'une panoplie de sujets de la vie quotidienne. Et je dirais aussi marginalisation des publics visés par l'éducation populaire, des gens marginalisés eux-mêmes, exclus.
Ça peut être oublié ou peu connu ou pas connu, mais le Québec et le Canada dans son ensemble est une des sociétés les plus scolarisées du monde. C'est presque 60% de la population adulte du Québec qui possède un diplôme postsecondaire. Donc, on est une population très scolarisée et au fil des années, ça fait en sorte que le nombre de personnes peu scolarisées diminue en pourcentage de la population et cette diminution-là marginalise les besoins, les problématiques de ces populations. Donc, je dirais ces grands éléments-là, les répercussions au fil de 2 décennies de la politique de reconnaissance de l'action communautaire et de la politique d'éducation des adultes. Et l'autre, ce que j'appellerais là, pour résumer, la marginalisation de l'éducation populaire comme secteur qui passe par une précarité budgétaire financière totale et aussi indirectement par une non-reconnaissance ou une disparition de la reconnaissance de l'approche éducative de l'éducation populaire et par la bande des populations qui bénéficient de cette approche. Donc, c'est un peu à très, très grands traits, là, puis certains d'entre vous qui êtes dans le secteur, vous pourrez approfondir et faire des zooms sur des réalités particulières ou assurément compléter ce portrait. Donc, sur notre fonctionnement, c'est micro ouvert, comme je disais tout à l'heure. Je vous invite sur un ou l'autre des sujets, là, soit mettre l'accent sur des grands chantiers, des grandes questions, des grands problèmes qui restent sans réponse et qui justifieraient qu'on s'y attaque, et en particulier par l'entremise de nouvelles politiques pour prendre le problème plus largement, de manière plus systémique. Et de l'autre côté, peut-être plus directement, quels engagements les partis politiques devraient prendre en éducation populaire d'ici le 3 octobre 2022. Voilà pour cette explication du contexte dans lequel ce webinaire s'inscrit et aussi à grands traits là, de quelques grands défis de l'éducation populaire qui tournent beaucoup autour de la non-reconnaissance et dans toutes ses conséquences. Donc, j'ouvre le micro pour ceux et celles qui voudraient partager des réflexions ou mettre leur éclairage sur la situation présente de l'éducation populaire. Le risque, si moi je prends le micro, c'est que je fasse quelques éditoriaux sur le sujet, ce que je ne souhaite pas faire. Sauf peut-être pour dire, je ne veux pas être pessimiste ou dramatique, mais les échos qu'on peut avoir de différents échanges avec les gens d'organisations d'éducation populaire, c'est comme sur le registre de la survie. Il y a une intensité et un caractère dramatique. Certains réseaux, certains secteurs peuvent dire qu'on n'a pas suffisamment de fonds pour arrondir les fins de mois, pour réussir à développer pleinement, pour répondre à 100% aux besoins des apprenants. Leur discussion et peut-être la semaine prochaine, dans quelques semaines, nous serons sans locaux, où nous ne sommes même plus capables de payer un salaire, une personne. Et quand un moyen disparaît, ben, c'est une réponse adaptée à des personnes qui disparaissent avec, puis qui, au net, laisse des personnes avec des grands besoins sans réponse. Isabelle Coutan. Bonjour tout le monde. Pour continuer sur ce que tu dis, j'ajouterais même que dans le milieu institutionnel qui doit offrir des services d'éducation populaire, même là, l'éducation populaire est un peu orpheline, c'est-à-dire que ce n'est pas un terme qu'on voit apparaître dans les plans annuels, dans les rapports annuels. C'est inscrit dans je pense dans la loi sur l'instruction publique. Je pense que chaque centre de service scolaire doit se doter d'un plan dans le régime pédagogique de la formation des adultes sur l'éducation populaire, mais ce n'est pas des choses qu'on voit dans tous les sites web des centres de services scolaires. Donc c'est ça, même dans ce qui relève directement du ministère de l'Éducation, il y a peu d'uniformité, de cohérence et d'action, d'activité, quoi. Ouais.
Très important ce que tu dis. Je pense c'est au début, au tournant des années 90, qu'un financement a été retiré au service d'éducation populaire des commissions scolaires à l'époque. Mais ça fait toujours partie dans l'écriture de leur responsabilité et d'une mission qui peut-être, là, ce que tu dis, Isabelle, là aussi, elle est non seulement marginalisée, mais peut-être avec une pulsion cardiaque très, très faible. Autre commentaire, réflexion? Témoignage de l'ICA, puis je pourrais dire que prêchons-nous, sommes-nous à la hauteur de la réflexion qu'on propose, parce que aussi, dans des contextes financiers difficiles, une organisation comme l'ICA, on lui a souligné maintes fois, et faire écho à ce qu'Isabelle dit, mais en le ramenant dans notre propre cours. Est-ce que nous parlons fréquemment d'éducation populaire? Est-ce que l'ICA ajoute sa voix aux défis d'éducation populaire et dans un contexte des ressources qu'on a, en toute honnêteté, on en fait peu et on pourrait en faire beaucoup plus. Et je dirais pour une raison fondamentale que je pourrais dire à deux niveaux. Un, l'éducation populaire a une longue histoire là, dont la racine va beaucoup plus loin que les années 60, parce que les courants à la base de l'éducation des adultes au Québec au 19e siècle, là, si je fais une petite parenthèse, ont été l'éducation politique par l'entremise de l'installation du parlementarisme. C'est peu connu, mais les patriotes ont revendiqué l'éducation aux lois et l'éducation au droit. C'était les mots de l'époque. Pour faire comprendre à un électorat en croissance qu'il y avait des institutions parlementaires et qu'elles n'étaient pas autonomes à ce moment-là. Donc, ils ont dû faire de l'éducation civique, dirions-nous aujourd'hui, ou de l'éducation au droit et aux lois. Et les mouvements sociaux, syndicaux, mouvements des femmes, même les caisses populaires des jardins faisaient de l'éducation aux finances personnelles, on dirait aujourd'hui, au tournant. Donc, ces racines-là sont profondes dans la vie sociale, politique, économique du Québec. Et au tournant de la Révolution tranquille, ben là, on a eu les courants modernes de l'éducation populaire. Et je dirais aujourd'hui, cet autre volet, il y a l'éducation populaire avec son approche sa visée de transformation sociale, d'apprendre pour changer une société, mais je dirais assez, de manière très largement, il y a un grand consensus social qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre société. Et que les uns et les autres, soit que ce soit l'éducation aux médias ou à l'usage des médias sociaux, à la crise climatique, aux inégalités économiques, aux inégalités sociales, au racisme, à la violence de toutes sortes et incluant aux femmes. De manière générale, on est sur plusieurs sujets qui demandent des moyens d'éducation qui sont très différents, qui ne peuvent pas se réduire au monde scolaire, parce que les adultes, ce n'est pas là qu'ils vont aller chercher ces compétences-là. Mais on est dans un contexte qui peut s'apparenter, mais très différemment, là, au bouillonnement du 19e siècle où les citoyens devaient sur toutes sortes de sujets, la révolution industrielle, le parlementarisme, la démocratie, etc. On a des grands enjeux aujourd'hui qui restent assez sans réponse de manière globale. On dit et redit les problèmes socio-économiques dans nos milieux, on sont nommés à la télévision. Puis là, je ramène aussi un thème qu'on peut oublier, mais qui est travaillé par l'UNESCO, l'éducation à la paix. Ce n'est pas les guerres qui manquent dans notre société, puis ce n'est pas non plus une manière agressive de résoudre les problèmes dans la vie de tous les jours qui peut aussi manquer. Donc, ce n'est pas les sujets de développement des compétences utiles à la vie qui manquent. Et une approche agressive, une approche organisée, structurée pour répondre à ces besoins va devoir compter sur l'éducation populaire. Et si on n'a pas des organisations, si on ne les finance pas et s'ils disparaissent dans le décor, on perd un moyen et il faudra réinventer quelque chose. Et fort probablement, réinventer l'éducation populaire si les groupes, les uns après les autres, ne réussissent pas à survivre. Donc, il y a quelque chose de... Je dis ça pour un peu montrer le côté existentiel là, qui dépasse la formation à distance au postsecondaire ou former les travailleurs à la rareté de main-d'œuvre, etc. Là. Des sujets qui sont dans le débat, mais on débat aussi d'une panoplie de besoins
de compétences de la part de la population sans jamais débattre du moyen où les gens apprennent, développent ces compétences. Donc, il y a quelque chose là, dans notre période, là, dans notre période historique en éducation qui est intrigante et qui amène à penser pourquoi l'éducation populaire est si marginalisée et précarisée sur le plan budgétaire. Frédéric, et après, je te reviens, Isabelle, en deuxième intervention. Frédéric Proto. Ah, ça fonctionne. Donc, c'est ça, je me prenais des petites notes. Moi, je suis dans un centre de service scolaire, puis je fais des constats. Je ne parlerai pas au nom de mon centre de service scolaire, mais plus en tant que conseiller pédagogique. Il faudrait peut-être revoir, on parle de sensibiliser les gens, les politiciens, mais de revoir un peu qu'est-ce que l'éducation populaire. Parce qu'à une époque, c'était très connu, comme vous le dites. Ce l'est moins. Même moi, j'y suis moins familier. J'ai des souvenirs de ce que c'était. On recevait des dépliants à la maison quand j'étais plus jeune, ou bon, les écoles donnaient certains cours, il y avait le communautaire, mais il y a eu une perte aussi où j'avais des collègues qui portaient les dossiers, qui sont partis à la retraite il y a quelques années. Donc, il y a eu comme un trou qui s'est fait, un vide par rapport à certaines personnes. Bon, on parlait tantôt du ministère de l'Éducation qui en est, qui l'a comme sorti aussi. Donc, moi, je trouve qu'il y a comme une perte de l'essence même. Puis des fois, on a peut-être tendance à dire le communautaire s'en occupe. Oui, le communautaire est là depuis des années. Puis moi-même, je suis issu du communautaire. Et puis, oui, le communautaire s'en occupe, mais comme vous le dites, c'est le financement qui est le point sensible pour vraiment que les organismes puissent continuer dans leur mission. On parlait du rôle de l'ICA, mais moi, je pense que c'est peut-être d'éduquer la population, peut-être de ramener une nuance entre le terme communautaire et le terme éducation populaire aussi. Il y a peut-être une nuance à faire au niveau du financement également. Qu'est-ce qu'on peut faire? On parlait des différents ministères qui peuvent rapatrier ou qui pourraient financer certains types d'activités. Mais moi, je pense qu'il y a eu une perte aussi, parce que si on dit que ça finit en 2007, nous, en tout cas, moi, dans le domaine scolaire, j'en ai plus entendu parler comme tel. C'est certain que des fois, il peut y avoir des protocoles qui se font avec des centres de services scolaires et des organismes aussi dans le communautaire, mais l'éducation populaire en tant que telle, je trouve que c'est quelque chose qui a été peut-être qui a été mis de côté, pour lequel on n'a plus tout à fait la même notion, tous et chacun, toutes et chacune. Donc, c'est de voir aussi peut-être qu'est-ce qui était rattaché à l'éducation populaire. Si on est pour parler aux politiciens, leur expliquer c'est quoi, mais à quoi ça servait. C'est bien, tout à l'heure, on disait qu'il y a de plus en plus de personnes scolarisées au Québec, mais il y a toujours une population qui demeure et qui devient de plus en plus marginalisée. Donc, je pense que là-dessus, c'est de miser sur le type d'action, le type d'activité qui peut amener ces personnes marginalisées à se réapproprier leur rôle dans la société aussi, ou à le magnifier. Puis c'est vrai que ce n'est pas juste aussi les compétences essentielles en entreprise, c'est que le rôle peut se jouer par des gens qui sont sans emploi, qui seront encore sans emploi, mais qui pourront jouer leur rôle de parents, de voisins, etc. On parle d'éducation citoyenne aussi, tout ça, de participation citoyenne. Je pense que c'est de remettre ça aussi au cœur de ce type de langage pour qui, des fois, bon, c'est un peu comme méconnu, ou c'est comme, c'est marginalisé aussi. Là. On en parle, et puis c'est comme si c'est péjoratif même des fois, de revendiquer ou de vouloir quelque chose. Vous touchez un point névralgique, là, et Jean Rousseau, dans le clavardage, là, rappelle un avis du Conseil supérieur de l'éducation sur l'éducation populaire, qui est un avis fondamental. En plus de sa dimension de recommandation, je trouve que c'est un avis qui est un quasi que sais-je sur l'éducation populaire. Là, tous les premiers chapitres font un excellent tour de la question. Et ce que vous dites sur les définitions, c'est vrai que le mot populaire a pris différents sens. Il y a une approche à visée de transformation de la société à l'intention des populations marginalisées. Mais il y a populaire aussi dans le sens de grand public. Et quand le gouvernement ou d'autres organisations font des campagnes grand public de lutte au tabagisme, sur les habitudes de vie, etc., on est dans une éducation qui vise la population. Quand
quand depuis 2 ans, dans le cadre de la COVID, M. Arruda a essayé de toutes sortes de manières, par l'humour, etc., à faire comprendre un message. Ben, il adoptait je ne sais pas si c'était conscient ou non, ou juste spontané de sa part, mais un effet de pédagogie pour que la population, plus largement. Et je dirais, il y a comme un autre aussi courant qui est le loisir. L'éducation populaire sous l'angle du loisir. Donc, cette visée politique de transformation visait l'éducation de la population en général et aussi le loisir. Historiquement, au moins ces 3 sens-là circulent. Et ça nuit peut-être au message des groupes d'éducation populaire, puis aussi dans la compréhension de la part de l'État ou de nous tous. Sam, Christine et après Isabelle, je te donne la parole en deuxième tour. Sam Bosquet. Merci. Juste quelques observations parce que je ne suis pas directement impliqué dans des questions d'éducation populaire depuis longtemps, mais moi, je me rappelle, dans les années 70, moi, j'ai pris des cours en éducation populaire qui venaient de plusieurs sources dites institutionnelles. Le ministère lui-même, à ce moment, avait une direction qui s'appelait, si je me rappelle bien, les directions générales des moyens d'éducation ou quelque chose comme ça, qui a offert à la public en général des cours de formation à distance sur toutes sortes de sujets qui n'étaient pas de tout, il n'y avait pas de crédit, ce n'est pas une partie d'un certificat, mais c'était ouvert à n'importe qui et pouvait le faire. Et j'étais inscrit dans une cours sur les éléments de la construction, à un certain moment. J'ai pris des cours à la commission scolaire sur l'entretien des automobiles et sur les cours en art plastique et tout ce qui est offert. Il y avait une grande offre qui existait à ce moment. Mais quand j'ai commencé à travailler au ministère au même moment où la politique d'éducation est sortie, et j'ai constaté à ce moment que les commissions scolaires avaient presque complètement abandonné l'éducation populaire. Si ma mémoire est fidèle, il y a toujours aujourd'hui dans le régime pédagogique des adultes quelques articles, c'était dans l'article 17 et 18, qui donnait pouvoir à des commissions scolaires pour organiser les services d'éducation populaire. C'est aussi dans la loi sur l'instruction publique, mais ce n'était jamais obligatoire. Et comme c'était déjà mentionné, le financement du ministère a disparu, donc pour les commissions scolaires, ça devrait être autofinancé. Et ce qu'on m'avait expliqué, les gens des commissions scolaires, autour de l'année 2000, c'est qu'à un moment donné, les syndicats ont constaté qu'il y avait ces activités et voulaient que la convention collective applique l'éducation populaire aussi, ce qu'on peut bien comprendre. Mais ça voudrait dire que le taux horaire pour une commission scolaire montait avec des salaires et avec des bénéfices marginaux, quelque chose comme 40 ou 50 $ l'heure. Et on était en compétition avec des groupes populaires qui, évidemment, ne payaient pas leur personnel le même montant. Donc, c'est juste une question de concurrence. Les commissions scolaires, pour la plupart, ont abandonné la plupart de ces activités. Aussi, au même moment, le gouvernement commençait. Il y avait M. François Legault qui était ministre de l'Éducation à cette époque, d'appliquer la gestion axée sur les résultats à toutes les commissions scolaires. Mais les questions d'éducation populaire, il n'y a jamais eu des indicateurs, il n'y avait jamais eu des cibles. Ça veut dire que c'était complètement oublié dans ce processus. Et les commissions scolaires qui voudraient suivre les directions du gouvernement, il n'y avait pas vraiment de la place pour l'éducation populaire dedans. D'autre côté, je me rappelle de ma participation dans différents groupes communautaires, c'est que quand les groupes devaient de plus en plus dépendants sur les financements
ponctuelles de différents niveaux de gouvernement. Il y avait, s'il n'y avait pas un mot d'ordre, il y avait même une compréhension que on essayait, plusieurs groupes, on essayait de dépolitiser complètement le niveau de leurs activités pour ne pas rendre les bailleurs de fonds fâchés. Et donc, dans le domaine de logement et le domaine du chômage, le domaine des gens, des instituts sociaux, ils ont maintenu une certaine approche assez politisée. Dans beaucoup d'autres domaines, il y avait une grande dilution pendant des années et une certaine, je dirais, masse critique de cette politisation a disparu. Et donc, c'est des observations. Je crois que, Sam, tu mets vraiment le doigt sur plusieurs, je dois le résumer de même, le problème systémique ou décision, celle du tournant des années 90 sur le financement de l'éducation populaire dans les commissions scolaires, en vertu du régime pédagogique, celle au tournant de la politique d'éducation des adultes, puis aussi, je ne sais pas comment nommer cette chose-là, l'effet en rétroaction d'une culture qui pourrait amener les groupes à dire, bon, je suis financé ou on envoie un message. Il y a un premier ministre du Canada, M. Mulroney, pas le nommer, qui avait déjà dit par rapport au financement de groupes de la société civile, je ne vais pas financer mon opposition. Et peut-être que cette idée a toujours des traces de manière subconsciente, là. Mais tout ce que tu dis, pour moi, montre l'importance d'entendre une réflexion gouvernementale sur l'éducation populaire aujourd'hui. Et de l'entendre de manière explicite. Et dans le clavardage, il y a une personne qui met en évidence une dimension importante, là, que tout à l'heure, quand je résumais différentes acceptations de l'éducation populaire, mais l'éducation populaire est aussi définie sous l'angle de la politique de reconnaissance communautaire comme des organisations autonomes. Et ça dépasse les grandes campagnes publiques de sensibilisation, parce que l'autonomie d'une organisation, c'est une gouvernance, une vie démocratique, une vie institutionnelle, une vie communautaire enracinée dans un milieu avec des gens qui viennent à l'Assemblée générale orienter le travail d'une organisation. Et c'est qualitativement très différent d'une campagne grand public ou d'une association de loisirs. Il y a quelque chose de fondamental et c'est important de le rappeler. Christine Chandonnet et après Isabelle. Christine? Christine? Ah ouais. Désolée, oui, désolée, j'avais à répondre. Attendez un petit instant. Oui. Je vais te rappeler, OK? Je voulais simplement dire que moi, ça fait pas longtemps que je suis à l'éducation des adultes. Je suis arrivée en 2015. J'ai été enseignante, là, je suis conseillère pédagogique et on a beaucoup de hors-centres. On a un centre d'éducation des adultes, mais on a beaucoup de hors-centres, dont l'éducation populaire. On en a plusieurs endroits. Et ma perception à moi, c'est que ce partenariat-là est important parce qu'il y a des adultes qui ne viendraient pas au centre d'éducation des adultes pour poursuivre leur éducation. C'est comme une porte d'entrée pour nous, pour aller chercher ces adultes-là. Dans certains cas, ils ne raccrocheront pas. Ils vont justement dire, comme vous avez mentionné, ça va être de l'apprentissage utile dans la vie, mais il y en a d'autres qui vont raccrocher puis qui vont arriver jusqu'à une... Ce n'est pas un grand nombre, mais moi, je trouve que c'est un partenariat important. C'était mon commentaire. Et ces partenariats-là, c'est un bon exemple d'une approche intergouvernementale, interministérielle, parce qu'en fin de compte, ça veut dire qu'un centre d'éducation des adultes pourrait être un organisme d'éducation populaire dans le domaine de la santé qui serait sous le financement du ministère de la Santé, faire des partenariats et d'autres en loisirs et d'autres en finances personnelles, etc. Justice aussi, je n'ai pas mentionné, mais le ministère de la Justice aussi finance des organismes d'éducation aux droits et aux lois. Et ce que je trouve dans votre remarque,
on est à une époque où l'approche inclusive, l'éducation personnalisée, etc., est comme une nouvelle manière de penser à l'individu. Mais l'andragogie et l'éducation populaire font ça depuis les années 60-70, de répondre de manière adaptée aux personnes, de prendre en compte la personne à la fois sur les contenus pour répondre aux besoins des gens et les moyens pédagogiques. Et on oublie, hein, pour mémoire, que c'est ces courants-là qui ont fait en sorte que l'approche individualisée s'est retrouvée dans les centres d'éducation des adultes à la création d'une action du réseau, une action publique de l'État en éducation des adultes. C'était des approches de l'éducation des adultes en monde communautaire dans les années 60 et ça s'est retrouvé comme c'était, je n'étais pas là à l'époque, mais une quasi-évidence que le réseau public prenne cette approche individualisée qui accompagne les gens. Et cette dimension-là, c'est d'approche inclusive. Des fois, j'ai l'impression qu'on l'applique un peu, on l'applique aux jeunes, là, mais peu aux adultes sous l'angle de leurs besoins éducatifs. Et là, on a un moyen, l'éducation populaire par ses approches pédagogiques, sa vie démocratique, etc., pour aller rejoindre ces gens et essayer de leur permettre d'apprendre ce qu'ils ont besoin de savoir pour fonctionner dans leur vie quotidienne. Et ça, c'est un trou. Si on défait cette infrastructure-là, c'est un énorme trou. Après, on se surprendra que les gens n'ont pas les compétences de base de finances personnelles, de vivre ensemble, d'alimentation, etc., etc. Isabelle Coutan? J'observe depuis plusieurs mois que l'éducation, depuis plusieurs mois, disons que c'est plus présent en ce moment dans mes travaux, que l'éducation populaire est vraiment partout, mais pas de façon consciente par les personnes qui la pratiquent. C'est-à-dire qu'elle est, cette approche-là, elle est utilisée dans plein de sortes de groupes, plein de sortes d'organismes communautaires sans qu'ils sachent nécessairement qui font de l'éducation populaire. Et on a pu observer aussi, on le sait, vous le savez peut-être, vous le savez sans doute, que l'approche alphabétisation populaire, éducation populaire, elle est unique au Québec par rapport au reste du Canada. C'est une approche vraiment unique en son genre qui donc fait partie de la culture éducative québécoise. Ça peut être parfois dangereux de parler de culture québécoise, mais quand même, c'est quelque chose qui est présent et que je pense qui est important à mettre en valeur et à garder, parce que cette idée qu'on peut améliorer les conditions de vie des individus, des groupes, des communautés, c'est ce qui a sous-tendu des grandes avancées au Québec, comme le féminisme, dans les centres de femmes dans les années 50, 60. Ce qu'on faisait avec les personnes qui fréquentaient les centres de femmes, c'était de l'éducation populaire. Et s'il n'y avait pas eu cette diffusion-là, les choses n'auraient peut-être pas progressé comme elles l'ont fait. Et c'est sûrement d'activités de ce genre dont on a besoin aujourd'hui si on veut faire une révolution écologique ou en tout cas diffuser des connaissances sur la nécessité de lutter contre ou s'adapter au changement climatique, etc. Mais je voulais vraiment faire ce topo-là pour répondre à la question qu'est-ce qui justifie une nouvelle politique intergouvernementale en éducation des adultes, mais c'est ce besoin de reconnaissance à la fois par les ministères, le gouvernement et dans tous les milieux en fait. L'auto-reconnaissance qu'on fait de l'éducation populaire et que ça concourt au bien commun en fait. Tout à fait, puis c'est chacun et chacune de nous au quotidien, il s'agit d'ouvrir la télé, il s'agit de juste être à l'extérieur, etc. Les enjeux sociaux et la crise climatique, tous ces enjeux-là, c'est fort probablement pas dans une salle de classe que les adultes vont développer les connaissances et les compétences qu'ils ont besoin. Que ce soit la crise climatique,
que ce soit la citoyenneté, l'engagement social, le vivre ensemble, les finances personnelles, la consommation responsable, etc. etc. C'est cette espèce d'énorme contradiction entre l'intensification des besoins dans toutes sortes de sphères et une réflexion structurée sur les moyens de faire en sorte que les adultes apprennent. Et là, ce qui, pour moi, sous-langue un peu ce que tu dis, Isabelle, et ce que d'autres ont aussi dit, ce qu'une autre personne a dit aussi, c'est sans entrer dans le débat des définitions, de dire que des contenus utiles à la vie quotidienne, il y en a une panoplie, des nommer, des reconnaître, d'affirmer leur importance pour la société, puis après de se tourner vers les lieux d'apprentissage et l'éducation populaire autonome dans le sens d'organismes communautaires ancrés dans leur milieu et qui font une action carrément là, sur tous ces éléments de connaissances, de compétences individuelles là, liées aux sphères de vie, mais aussi quand il y a quelque chose qui se passe dans le quartier ou dans la région, ces groupes-là sont aussi là. Si on réorganise l'urbanisme d'un quartier, qui va permettre à des citoyens marginalisés comment prendre la parole, de se préparer, etc., d'aller intervenir, de faire entendre leurs besoins. Et c'est là qu'il y a un énorme trou. Il y a deux trous. Un, le gouvernement semble ne pas avoir une vision de la panoplie des besoins d'apprentissage des adultes, qui soient marginalisés, scolarisés ou non, et aussi pour les populations marginalisées, d'une approche structurelle. Et peut-être, j'ai longtemps pensé qu'un des pires contre-coups de la politique de reconnaissance de l'action communautaire pour l'éducation populaire et la politique d'éducation des adultes a été de dire, je ne reconnais plus les groupes sous l'angle de leur approche, l'éducation, dans une panoplie de domaines, mais j'inverse. Je reconnais les groupes en fonction de leur domaine d'intervention et je marginalise leur côté éducatif. Fait qu'on pourrait dire, est-ce que ça a eu un impact dévastateur sur la reconnaissance du rôle éducatif? Mais d'autres diront, au contraire, ça a fait en sorte que plusieurs ministères se sont intéressés à l'action éducative de groupes dans leur domaine. Mais là, on n'a pas de bilan de tout ça. Et les groupes le vivent au quotidien, les groupes d'éducation populaire autonomes, là, pour apporter la précision, depuis l'adoption de ces deux politiques-là. Depuis l'adoption de ces deux politiques-là. Et pas juste à l'échelle du secteur, on ne peut pas dire à ces groupes-là, faites donc une réflexion sectorielle, puis des états généraux, puis donnez-nous votre réponse. Là. Mais à l'échelle de l'action gouvernementale, à l'intention de groupes ancrés dans la communauté, visant à permettre à des populations marginalisées d'apprendre ce qu'ils ont besoin de savoir dans une société de plus en plus complexe, il n'y a absolument pas de réponse gouvernementale, à part quelques programmes de financement qui automatisent, là, qui roulent à la pièce, mais sans vraiment vision, sans être intégrés dans une approche structurée. Donc, on se retrouve avec des trous importants. Là. Puis oui, la rareté de la main-d'œuvre dans 4-5 secteurs, OK, c'est pertinent, mais ce n'est pas tout. Et même comme on l'évoquait dans un précédent webinaire, la FGA est un peu déchirée entre finir la job de scolariser, diplômer des jeunes de 16-20 ans, puis les adultes de 30, 40, 50 ans qui existent dans les centres, mais qui ne sont pas au cœur de la priorité des politiques, du gouvernement, etc. Fait que l'éducation populaire, je trouve, est un bon moyen de montrer jusqu'à quel point il y a un trou dans le débat. Et peut-être qu'une politique, ça ne ferait pas de tort. Si ce n'est pas d'adopter une politique, au moins de faire une réflexion structurée de la part de l'État sur ce qu'il en est de cet instrument qu'on a pour rejoindre les populations marginalisées. C'est important ce qui a été soulevé, ce qu'Isabelle soulevait, de ne pas oublier que le régime pédagogique inclut aussi l'éducation populaire. Le financement n'existant plus là, de manière automatique, mais le régime pédagogique est dans une loi inclus. Et non seulement dans une loi, mais j'aime bien répéter que la loi sur l'instruction publique est ancrée dans la Charte des droits et libertés qui dit que chaque personne a droit à l'instruction publique. L'instruction publique dont on parle, c'est celle définie dans la loi. Donc, l'éducation populaire est fondée en droit et est fondée dans la Charte des droits et libertés de la personne par jeu de poupée gigogne. Et ça, c'est important, c'est pas marginal à rappeler. On a encore quelques minutes avant de faire atterrir notre discussion. Donc, réflexion, considération. J'ai peu entendu, je souhaite que les partis politiques prennent tel engagement. Je pense que plusieurs réflexions ont été soulevées sur l'importance
d'une réflexion structurée qui pourrait justifier une politique, mais il y a un rendez-vous à très, très, très court terme. Et on peut faire l'hypothèse gentille que peu de partis politiques auront une idée de l'éducation populaire et de choses à dire sur le sujet. C'est fort probablement une hypothèse plausible. Caroline? Et Christine, je vois toujours ta main levée, mais je ne sais pas si c'est une... Caroline Bissonnette. Oui, bonjour. Moi, je suis une enseignante en orthopédagogie et j'ai changé de champ pour être en intégration socio-professionnelle à Chicoutimi. Depuis janvier 2021, je suis sur une mesure en littératie auprès de la population vulnérable, les sans-abri. Là, c'est plus un partage que je vous fais parce que depuis que je suis là, moi, je suis vraiment sur les lieux, je suis vraiment dans la rue, je suis vraiment avec eux. J'observe toutes sortes de choses, je constate toutes sortes de choses et l'éducation populaire, bien, on est en plein dedans, ça c'est clair, net et précis, dans le sens où les personnes en situation d'itinérance arrivent à la maison des sans-abri parce qu'ils se sont fait jeter dehors de leur appartement, parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce que. Sauf que ces pauvres personnes, ils n'ont pas été éduqués. Moi, c'est vraiment ce que je remarque. Ils ne savent pas comment entretenir un appartement, ils ne savent pas comment budgéter, ils ne savent pas comment se faire une sauce à spaghetti, ils ne savent pas comment s'établir un horaire pour s'organiser. Ils ne connaissent pas les règlements, comme par exemple, je suis en appartement, je fais la fête toute la nuit, c'est interdit. Tout ce genre, tu sais, la base qu'on apprend normalement par nos parents, par notre éducation. Mais souvent, ces personnes-là ont eu des parents qui eux-mêmes n'étaient pas éduqués. Alors, moi, je parle beaucoup avec mon directeur et puis j'essaie j'ai une idée que je vais lui présenter bientôt. Là, ce serait vraiment un service d'enseignement de base, comme on parle depuis tantôt, vraiment un service de base de la vie, comment ça fonctionne dans la vie. On parle aussi des habiletés sociales. Ils vont se trouver un emploi, une semaine après, ils vont être dehors parce qu'ils ne savent pas comment se comporter avec la population, avec son patron. C'est tellement une grosse lacune. La drogue aussi, drogue, alcool, surconsommation. Je me demande jusqu'à quel point ils sont au courant des méfaits, des dégâts que ça fait sur l'être humain. Bref, c'était simplement un partage, mais une chose est certaine, c'est que l'éducation populaire a sa place, c'est clair. C'est ça. Moi, je suis convaincue qu'une société qui est éduquée, c'est une société qui est en santé. Vous l'avez certainement déjà entendu, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est quand même vrai. C'est quand même vrai. Puis je crois que c'est un devoir qu'on a de les aider, de les éduquer parce que c'est notre société, ce sont nos frères, je ne sais pas, là je vais tomber dans les émotions, mais ça pour dire que je crois que l'éducation populaire a vraiment sa place, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, tu touches, Caroline, oui. en quelques secondes, tu as comme fait le tour de tellement de choses, puis tellement de domaines d'apprentissage parce que, tu sais, la reconstruction de soi. C'est important de rappeler que ça nous prend des années à amener un bébé à fonctionner dans notre société comme jeune adulte, et certains diront souvent ça reste une job jusqu'à la fin, tout au long de la vie. On l'oublie, le temps que ça prend, et aussi le temps que peut prendre la reconstruction de quelqu'un, qui est pour toutes sortes de raisons. Puis là, tu as touché à tellement de choses. C'est à la fois du très pratico-pratique, de l'insertion socio-économique, gérer un appartement, se faire à manger. Tout ça, c'est des compétences jusqu'à confiance en soi, etc. Puis ce que je trouve assez fondamental dans ce que tu dis, c'est le pourquoi de ça. C'est le côté humaniste, le côté humain, le côté, comme on dit souvent, ne laisser personne de côté, mais ça devient un slogan vide de sens, d'une certaine manière. Mais, et tout ça, tout ce que tu as soulevé, c'est plusieurs, en quelques phrases, je trouve, il y a plusieurs ministères impliqués.
si on décortiquait, là, il y a plusieurs ministères impliqués, etc. Fait que ton témoignage, dans le fond, montre que d'asseoir tout ce monde-là autour d'une table dans une vision intégrée de l'accompagnement des personnes pour ne pas se plier ses pieds, pour ne pas se compétitionner. On suit une personne qui, elle, n'est pas saucissonnée en trolley de service. Là. Ça justifierait une politique, je pense. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et le groupe en particulier des personnes itinérantes. Là, avec la pandémie, peut-être qu'il va être en croissance avec des nouveaux itinérants, des gens qui ne pensaient jamais dans leur vie se retrouver dans la rue. Et c'est une question que je me suis posée à différents moments. Où apprend-on ce qu'on doit savoir quand on vit dans la rue? Ce qui est vital, où l'apprend-on? C'est sûrement pas à l'école ou c'est sûrement pas à la télé ou je ne sais pas où. Là. Donc, merci, très pertinent. Oui, mais merci, mais c'est très... c'est très questionnant, c'est inquiétant même. Je vois des choses qui n'ont pas d'allure. Puis je constate aussi que ça peut tous nous arriver. Je suis en train justement d'écrire un recueil de vie avec eux parce que je vous rappelle que je suis sur une mesure en littératie. Puis c'est des personnes comme vous et moi là, qui peuvent se retrouver avec une succession d'événements qui fait qu'on perd tout. Ça peut être notre frère. Il y a beaucoup de femmes aussi de plus en plus qui sont itinérantes. Ils ont des enfants à travers ça. C'est fou, là. Bref, merci de m'avoir écouté. Bienvenue. Autre réflexion, commentaire. Il y a 5 minutes encore, puis après, je placerai la suite de notre travail. Alicia. Très bien. Donc, sur le très court terme, l'ICA, pour chacun des webinaires, fait un article de synthèse, d'analyse des éléments pour continuer d'alimenter la discussion. On joint la captation vidéo du webinaire pour tous ceux qui n'auraient pas pu le visionner, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, dans un souci de sensibilisation aux questions d'éducation populaire. Et on aura un cycle FGA, Alpha Pop, éducation populaire de 3 webinaires, 3 articles qui nous permettront de mettre le focus. Et mettre le focus, comme je disais tout à l'heure, sur quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Hein. On a le succès d'être une société scolarisée. On a réussi la révolution tranquille. De plus en plus, les jeunes finissent leur secondaire, vont au cégep, vont à l'université. On a une société construite sur vraiment le savoir, la connaissance, puis l'utilisation de toutes sortes de technologies. Ça fait en sorte qu'on peut oublier qu'il y a un pourcentage toujours important de la population qui vit, dans mes mots à moi, une discrimination systémique. Je sais que le mot systémique n'est pas à la mode, là, mais on a fait du savoir et de la connaissance une condition de plein développement de son potentiel, puis d'accès à tous les bénéfices de notre société. Puis tous ceux qui ne peuvent pas accéder ou mettre à jour leurs connaissances sont comme systématiquement poussés en marge de la société. Ceux qui sont capables de télécharger la nouvelle version d'un logiciel, d'une application, de fonctionner, qui ont des connaissances pour avoir des revenus, puis qui peuvent avoir Internet, etc., là, on a systématiquement créé une société basée sur le savoir qui pousse. Et on a un moyen pour essayer d'aller rejoindre les populations marginalisées, l'éducation populaire autonome, monsieur, madame, tout le monde, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que sous l'angle des compétences essentielles, on peut avoir un doctorat et faire faillite, mal gérer sa santé, avoir un impact négatif sur l'environnement, etc., etc. C'est pas parce qu'on est scolarisé qu'on a toutes les connaissances et les compétences importantes dans une société pour soi et pour les autres. Là aussi, là, on est dans éduquer la population dans un sens très large sur toutes sortes de sujets de la vie quotidienne. Et incluant à des niveaux très profonds là, de l'apprendre à être, qui sommes-nous comme personnes, la masculinité, la féminité, l'hypersexualisation, etc., les relations hommes-femmes, etc. Là, tout ce domaine-là qui est souvent, dont les effets sont dramatiques s'il y a des lacunes et dont on parle peu, sauf quand il y a des crises. On ne construit pas sur le moyen long terme. Donc, pour ces raisons-là, ce projecteur-là sur FGA, Alpha Pop, éducation populaire nous permet de rappeler
l'importance des compétences de base pour les gens peu scolarisés, mais aussi pour un peu tout le monde dans toutes sortes de domaines. Là. Je pense que les compétences numériques, c'est un bon exemple. Le 24 mois, je vous aurais invité à un webinaire Zoom. Fort probablement, j'aurais eu plusieurs courriels. Qu'est-ce que Zoom? Et comment ça marche? Et c'est quoi? Maintenant, vous vous loguez à 13h pile au moment où ça débute parce que vous êtes confiant d'y accéder. C'est nous tous là, qui avons développé cette compétence-là qui devient une partie de la vie quotidienne. Donc, à très court terme, diffusion d'articles synthèse, puis de la captation vidéo. À moyen terme, donc d'ici les élections, l'ICA continue de faire valoir les besoins de population que j'évoquais tout à l'heure, en particulier celles peu alphabétisées, avec des compétences numériques, avec des défis de compétences numériques, des travailleurs qui ne trouvent pas réponse à leurs besoins et les populations immigrantes. Et on va continuer ce travail, tourner des partis politiques, prendre le bâton du pèlerin, essayer de les convaincre d'au moins prendre l'engagement d'une politique, au mieux d'aller dans le détail plus spécifique, parce que l'engagement d'une politique, c'est important, mais ça reste pelleté par en avant le débat du quoi dans cette politique. Et à moyen terme, donc à l'automne, après un nouveau mandat de gouvernement, en espérant que celui qui sera élu aura pris l'engagement d'adopter une nouvelle politique, mais si ce n'est pas le cas, de continuer d'argumenter, de continuer notre tournée de représentation politique qu'on a débuté au mois de janvier, pour vraiment dire qu'il y a des besoins, il y a des enjeux. Et ce n'est pas parce qu'on ne s'en occupe pas qu'ils n'ont pas d'effet. Il ne faut pas se surprendre à un moment donné, de s'étonner de la montée du populisme parce que les gens se font avoir par les médias sociaux, etc., etc. C'est parce qu'il y a un travail d'éducation qui n'est pas fait, qu'on soit scolarisé ou non à ce point-ci. Puis, comme c'était évoqué tout à l'heure, si on a réussi la Révolution tranquille en ayant une population scolarisée, il ne faut pas perdre de vue les gens qui, après 2-3 générations dans leur famille ou dans leur quartier ou dans certaines régions, n'ont pas bénéficié encore de tout cet effort éducatif. Et je termine là-dessus. C'est tout le temps surprenant de voir les statistiques dans le réseau UQ en région, les statistiques des gens, des inscrits qui sont la première personne de leur famille qui va à l'université. Ça tourne entre 70 et 75%. Donc, on est encore là à permettre l'accès des ressources éducatives larges de la population à la grandeur du territoire du Québec et de ne pas oublier des groupes marginalisés en se disant, bon, 60% ont du postsecondaire, on a réussi, on va laisser l'attrition fonctionner, puis tout va bien. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc, je vous remercie de votre participation à ce 3e webinaire. Le prochain va porter sur un sujet systémique, s'il en est un. Pourquoi une politique? l'ICA fera l'exercice d'essayer de répondre à sa propre question. Il y a plusieurs éléments de réponse que j'ai évoqués au tournant de quelques commentaires, mais plus de faire rapport, si on veut, des échanges et des discussions qu'on a eues, puis d'essayer de cibler stratégiquement le clou sur lequel il faut taper, je dirais plutôt les clous sur lesquels il faut taper pour réussir à un moment donné à convaincre que c'est pertinent et nécessaire d'avoir une nouvelle politique d'éducation des adultes et ce n'est pas un dada d'un organisme qui trouve que ce serait intéressant, mais qu'il y a vraiment des défis éducatifs sans réponse qui ont des effets dramatiques, non seulement sur la vie des individus, mais comme société, dans nos rapports interpersonnels en particulier, intercommunautaires, etc., etc. Voilà, merci beaucoup à vous toutes et tous d'avoir participé. Certains d'entre vous avaient été abonnés aux 3 premiers webinaires, d'autres se sont joints à nous pour 2, pour 1, mais je vous invite pour le prochain là, où on s'appliquera notre propre médecine à essayer de répondre à pourquoi une politique est nécessaire. Merci.